Brève encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Aujourd'hui, la construction d'un contretemps. Merci d'être là pour cette dernière séance consacrée à la question du temps. Je vous avais fait savoir que nous consacrerions 5 séances à ce sujet-là. On a vu le temps des œnologues, des viticulteurs, des géologues, le temps des jardiniers, des tziganes, le temps des spéléologues. Et j'aimerais penser notre temps, le temps contemporain, et d'une certaine manière vous aider à penser notre temps et votre temps dans ce temps. C'est une question essentielle que de savoir quel rapport on entretient à son propre temps. C'est la seule richesse dont nous disposions. Une vie dans un temps, le temps d'une vie et le temps d'une vie dans une civilisation, dans une époque, dans une durée. C'est-à-dire ce sont des vitesses qui interfèrent, ce sont des vitesses parfois contrapuntiques. On naît à une époque, on meurt à une époque, on traverse plus ou moins longuement le temps. Et la philosophie n'est jamais que le bon usage du temps. Le souverain bien, c'est ça. C'est ce que les philosophes antiques se proposaient comme évidence ou comme horizon. Quel usage peut-on faire de son temps, de sa vie? Qu'est-ce que mener une vie philosophique? Quelle différence y a-t-il entre vivre et exister? Quel sens donner à sa vie? Comment construire son temps et ne pas subir le temps qu'on nous infligerait ou qu'on vous infligerait? Dans un premier temps, donc, j'aimerais aborder la généalogie du temps mort. On a fabriqué un temps mort. Nous vivons dans un temps mort, à tous les sens du terme, c'est-à-dire une espèce de temps suspendu, qui n'a plus de passé, qui n'a plus de futur, qui n'est plus qu'un pur instant, qui lui-même ne frémit même pas dans cet instant, et nous vivons dans ce temps mort, et ce temps mort a été créé. Le temps, ce sont des variations de vitesse, et par définition, les vitesses, elles sont subjectives. Le temps n'est jamais un flux régulier, c'est un flux qui n'est pas fluide. Il y a des épaisseurs, des lenteurs, des vitesses, et on pourrait très bien interroger la question du temps, et presque le faire sur le mode de Jankélévitch, parce que le temps, c'est une vitesse évidemment inséparable de son écoulement, et Jankélévitch aurait probablement réfléchi sur la stagnation, l'immobilité, le surplace, l'infime mouvement, le léger déplacement, la petite mobilité, l'imperceptible évolution, l'indicible mutation, le vrai bouger, le passage d'un point à un autre, le passage aussi d'un moment à un autre, l'authentique passage, la vraie translation, le changement net, ou la transition visible, ou presque invisible, l'indubitable métamorphose, l'accélération soudaine, l'amplification vaste, la vitesse incontestable, la précipitation notable, la vélocité substantielle, la solide célérité, enfin toutes choses que j'ai notées, parce que je me disais qu'à la Jankélévitch, on pouvait effectivement montrer que ces temps-là, ces variations sur ce temps-là, vous les aviez connues, et si vous êtes un tant soit peu mélomane, voire musicien, vous ressentez ces choses-là dans la musique. La musique, c'est un art du temps dans lequel, justement, les accélérations, les vitesses, les précipitations, les retenues, les suspensions, toutes ces choses-là se font audibles. Eh bien, ça fonctionne aussi comme ça dans une existence. Il y a des vitesses, des accélérations, des ralentissements, et les époques ne sont jamais les mêmes chez tout un chacun. Il y a presque une loi de la vie, et je travaille sur ce sujet-là avec Décadence, qui est le chantier qui m'occupe ces temps-ci, parce que tout est vivant et donc tout est dans le temps. On le sait, nos civilisations sont mortelles. Paul Valéry a fait une belle formule et tout le monde la connaît. Chacun a pris des vacances dans des endroits où il a vu des ruines, où vous les avez vues à la télévision, ou dans des revues, ou dans des livres. On a vu les pyramides égyptiennes, on a vu les pyramides aztèques ou mayas, on a vu le Forum à Rome, on a vu l'Agora à Athènes, le Parthénon. Et on sait que ces civilisations-là ne sont plus. C'est terminé, les civilisations aztèques, mayas, incas, les civilisations égyptiennes, romaines, les civilisations grecques, et tout le monde sait que les civilisations sont mortelles. La preuve, c'est que certaines sont mortes et que certaines sont tellement mortes qu'on n'en a même plus de traces. ou
très peu de traces. Je songe aux civilisations vikings. Et pourtant, on ne se fait pas à l'idée que nos civilisations étant mortelles, notre civilisation est mortelle et que peut-être même elle est mourante. Il y a un mouvement qui touche, voire qui abîme tout ce qui vit. Ça marche pour les pierres, ça marche pour les hommes, ça marche pour les insectes, pour les oiseaux, pour les fleurs, pour les volcans. Et ce mouvement-là est toujours le même. Naissance, croissance, maturité, plénitude, acmé, c'est-à-dire le moment d'absolu atteint absolument, la décroissance, le vieillissement, la décrépitude, la sénescence, l'agonie et le trépas. C'est évident, c'est-à-dire personne n'a jamais échappé à ce schéma-là, sauf des morts violentes d'enfants qui arrivent au monde, bien sûr. Mais une vie qu'on dira normale, elle se développe ou se déplie dans cette logique-là. C'est la même chose avec une civilisation. C'est la même chose avec une fleur. C'est la même chose avec des pierres. Simplement, ce sont des temps que nous ne voyons pas. Et les pierres aussi ont des naissances, des croissances, des disparitions. Le sable, par exemple, n'est pas une pierre en fusion. Et on ne sait pas regarder ces temps-là. On ne sait pas que les richesses les plus substantielles qui sont les nôtres, ce sont les secondes qui constituent notre vie, les secondes qui sont si rapides et qui, s'accumulant, finissent par faire une vie si courte. Chaque seconde perdue est définitivement perdue, sauf ceux qui croient qu'effectivement il y a une vie après la mort, que la vie continue après la mort. Mais si on est dans une perspective philosophique et non pas religieuse, et que la vie s'arrête avec la mort, alors nous disposons d'un capital de secondes, et ce capital est extrêmement précieux, puisque chaque seconde écoulée ne reviendra pas. C'est une évidence, c'est une vérité de la palisse, mais pourquoi faut-il le dire sans cesse ? Et pourquoi, quand on l'a dit, ça ne produit pas pour autant les leçons que ça devrait produire? On le sait, c'est extrêmement précieux, et on gâche son temps. On perd sa vie. On ne sait pas utiliser ces secondes-là comme il faudrait les utiliser. Et on sait très bien que, on l'a tous expérimenté, le temps passant, on voit que le temps ne passe pas pareillement. Que la minute, par exemple, d'un enfant qui apprend à lire n'est pas la même que la minute du vieillard qui attend la mort. L'enfant qui apprend à lire a la vie devant lui, le vieillard qui attend la mort a normalement sa vie derrière lui. Et le fait d'avoir une vie plus pleine de passé ou une vie plus pleine de futur, c'est pas exactement la même chose sur l'expérimentation que nous faisons du temps. Notre temps n'est pas le même suivant que nous en avons devant nous ou que nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous parce que tout le temps dont nous avons disposé est mort. Et derrière nous, la minute n'est pas la même non plus chez un adolescent qui découvre l'amour. Le garçon qui découvre la jeune fille qui découvre le garçon qui découvre le garçon, la jeune fille qui découvre la jeune fille aussi. Il faut être politiquement correct et ne pas oublier les évolutions de sociologie. Et bien toutes ces secondes-là font effectivement qu'elles ne sont pas semblables à la seconde du quarantenaire qui a fait le tour de son couple depuis 20 ans et qui comprend effectivement que ça n'est pas du tout la même chose. Le temps du début de l'amour n'est pas le temps de la fin de l'amour. Il est rapide et vif au départ, il est lent et n'en finit pas plus tard. Regardez les couples quand vous êtes au restaurant, les gens sont toujours soucieux, les vieux couples sont toujours soucieux de ce qui se passe dans les couples d'à côté. Et on voit très bien qu'ils ne se regardent plus, qu'ils ne se regardent pas, que le temps est long et que le seul temps qui se trouve partagé, c'est celui que vous impose l'entrée, le plat, le dessert. Le fromage parfois, le pouce-café. Les temps ne sont pas les mêmes. Donc, ça n'est pas la même chose non plus quand on se retrouve malade, c'est-à-dire épuisé et fatigué. Deleuze avait écrit de très belles pages sur la fatigue et sur l'épuisement. Il a été longtemps malade et n'avait qu'un poumon, et il y a de très belles pages sur l'épuisement chez Deleuze. Et de fait, la vie du malade que la vie quitte doucement n'est évidemment pas la même. Le temps, du moins, du malade n'est pas le même que le temps de celui qui est valide et ne sait pas qu'il est dans le temps et qu'il jouit du temps. Le temps de la douleur, le temps de la souffrance n'est pas le temps de la jouissance, c'est évident. Eh bien, c'est la même chose avec les siècles. C'est-à-dire que quand on étudie les civilisations, on voit bien qu'il y a des débuts de civilisation, des fins de civilisation, et que les vitesses ne sont pas les mêmes. J'ai eu l'occasion, au pôle Nord, je vous ai peut-être raconté ça, mais d'entendre le bruit que fait la glace dans les icebergs qui sont en train de se fissurer.
Et les Inuits connaissent le bruit que fait la glace quand elle se fissure. Et ils savent que l'iceberg ne va pas s'effondrer tout de suite. Plus tard, peut-être, mais ça a une autre consistance. Le son a une autre consistance quand l'iceberg se coupe en deux. Et quand il se coupe en deux, c'est le tsunami et ce genre de choses. Et effectivement, on y risque sa vie quand on est soit sur l'eau, soit dans le village inuit. Eh bien, il en va de même pour les civilisations. Il y a des craquements que certains entendent et des craquements que d'autres n'entendent pas. Je crois qu'il y a une très belle lettre de Rimbaud, qu'on appelle la lettre du voyant, mais je crois que le poète, l'artiste, si tant est qu'il est vraiment poète et qu'il est vraiment artiste, mais le poète et l'artiste sont des gens qui sont capables d'entendre le bruit que fait la glace qui craque et les civilisations qui s'effondrent. D'autres non, d'autres ne voient pas que dans la longue durée, ce que nous vivons, c'est l'effondrement d'un temps. Le début d'une civilisation, la nôtre par exemple, civilisation judéo-chrétienne, avec la naissance de Jésus jusqu'à Constantin, mais surtout à partir de Constantin, ça suppose une vitesse qui n'est pas du tout la même que notre vitesse d'aujourd'hui. Les comptages du temps d'ailleurs ne sont pas les mêmes. Il y a un temps de Virgile et il y a un temps de Einstein, c'est plus exactement le même, et pourtant, je songe à mon père qui était né en 1921 et qui est mort en 2009. Des gens ont connu ces deux temps dans une même vie. C'est-à-dire ils sont nés dans un temps virgilien et ils sont morts dans un temps, le temps de la relativité d'Einstein, si vous voulez. C'est pas exactement la même chose que d'avoir passé toute sa vie dans le temps de Virgile, voire aujourd'hui pour des jeunes de passer leur existence complètement dans le temps d'Einstein. Le temps de la naissance de mon père, le temps de Virgile, c'était le pas d'un cheval. C'était la même chose depuis des siècles et des siècles. On se déplaçait à pied, mais on pouvait aussi, le cheval étant domestiqué, se déplacer à cheval, et c'était le pas d'un cheval qui mesurait la durée d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça n'est plus du tout la même chose. Il nous faut des chronomètres extrêmement précis, puisque nous sommes à l'ère du vol spatial. Et puis jadis, régression, mais jadis du vol supersonique, qui était du vol commercial avec le Concorde, et l'on voit quel type d'accélération ça a produit. Je crois vraiment que le fait d'avoir marché sur la Lune a été l'occasion d'une rupture ontologique. Ça n'est plus la même chose d'avoir vu notre planète et de savoir qu'elle existait sans l'avoir vue. L'image de la planète est une image d'un espace qui est aussi l'image d'un temps. Le temps du Concorde, par exemple, eh bien, permettait une traversée Paris-New York dans un temps qui était égal à celui que mon père mettait pour aller de Chambois, village natal, jusqu'à Alençon, sous-préfecture, dans une charrette à cheval. C'était le même temps. Et il est bien évident que quand on est dans des durées comme celle-ci, on n'a plus le même monde, on ne vit plus dans le même monde et le rapport au monde n'est plus du tout le même. Il y a eu des vitesses augmentées, vitesse d'un homme, à savoir lui, puis les vitesses d'une époque, la nôtre. Ça n'était pas forcément évident de se retrouver dans cette époque, dans cette civilisation, dans ce siècle où l'on a vu le temps de Virgile disparaître au profit du temps d'Einstein. L'accélération dans l'histoire, finalement, c'est la même chose que l'accélération de l'histoire. Et on le sait bien, l'écoulement n'est pas le même. Et le temps de Constantin, qui crée la civilisation, n'est pas le temps de nous qui vivons dans cette civilisation qui est en train de s'effriter ou de s'effondrer. Il y a un temps de la montée en puissance et un temps de la plénitude. C'est pas la même chose. Un temps du basculement et un temps d'acmé, le temps de l'absolu, si vous voulez, de l'atteinte de l'absolu. Ce ne sont pas les mêmes temps. Un temps des montées également, un temps des descentes. Je travaille sur ce sujet, donc je vous disais tout à l'heure dans Décadence, et on voit que finalement, dans une vie, que ce soit la vie d'une civilisation ou la vie d'un individu, il y a deux temps. Le temps de la vigueur et le temps de l'épuisement. Même si ces temps-là sont marqués par d'autres temps, des temps à l'intérieur du temps. Et si dans la vigueur, par exemple, vous avez le temps de la naissance, le temps de la croissance ou le temps de la puissance. Ça marche pour les civilisations, je vous dirais, où, quand, comment, de quelle manière ça fonctionne dans le judéo-christianisme. Et l'on voit bien aussi avec les individus comment les choses fonctionnent. Même si notre civilisation a perdu les repères, l'adolescence est une époque qui pendant très longtemps n'a pas existé. On était jeune et on était adulte, du jour au lendemain. Il y avait dans certaines civilisations des rites initiatiques.
Avant le rite initiatique, vous étiez un enfant. Après le rite initiatique, vous étiez un adulte. Parfois, dans certaines tribus africaines, il s'agit de sauter à pieds joints au-dessus d'une vache. Avant, vous êtes un petit garçon. Après, vous êtes un homme. Circoncision ou autres cérémonies diverses et multiples. Mais il y avait donc un moment de passage qui était le moment au cours duquel la jeune fille devenait une femme, le garçon devenait un homme. On a inventé cette période intermédiaire. On n'est plus un jeune homme, mais on n'est pas encore un adulte. On n'est plus une jeune fille, on n'est pas une petite fille, mais on n'est pas encore non plus une femme. Et il y a un temps intermédiaire qu'on a appelé l'adolescence, et ce temps d'adolescence augmente au détriment des temps d'avant qui supposaient des temps initiatiques. Ce sont des temps dans lesquels on a le droit de se comporter comme un enfant, même si on n'est plus un enfant. Et il y a des adultes qui se comportent longtemps comme des enfants, voire tout le temps comme des enfants, parce que cette dilution des temps se fait au profit du temps adolescent, voire du temps de l'adolescence. Une adolescence qui n'en finit jamais. Les temps de l'épuisement supposent la dégénérescence, la sénescence, la déliquescence, et puis la mort. Ce ne sont pas des vitesses semblables, et chacun constate que, effectivement, le temps semble passer plus lentement quand on est enfant et plus rapidement le temps passant. Et on a vraiment l'impression, chaque fois qu'on se souhaite une bonne année, par exemple, et qu'on se prend une bonne année, eh bien, que cette année est passée très vite. On a l'impression que c'était hier. Alors que les enfants ont l'impression que ça n'en finit pas une année, que c'est extrêmement long. C'est donc la perception du temps qui fait la vérité du temps. Il y a un temps intrinsèque, mais il n'empêche que c'est la perception qui fait également la vérité du temps. Cette chute du temps, cette chute dans le temps, c'est une chute qui nous emporte. L'accélération du temps ne conduit pas à une accélération infinie. On pourrait imaginer qu'après tout, ça accélère et que ça accélérera toujours, tout le temps, et que nous n'aurons que ça, de l'accélération et toujours plus de vitesse. Je pense que l'accélération du temps ne va pas vers une accélération infinie, mais vers une abolition du temps. C'est assez paradoxal, mais nous vivons dans une époque de temps aboli. Nous vivons dans un temps qui est le temps du leurre, qui est le temps de la fiction. Il y avait cette flèche brisée dont il y avait cette flèche, dont je vous ai dit qu'elle nous permettait, dans la logique judéo-chrétienne, d'imaginer que le passé était derrière nous, le présent là où nous étions et le futur devant nous, et il y avait une dialectique de ce temps. L'instant n'était pas séparé du passé, n'était pas séparé du futur non plus. La transmission avait un sens. On apprenait des choses aujourd'hui pour demain. Le passé nous servait à penser l'avenir. Ça paraissait simple, ça paraissait évident, le temps était vivant. Le passé nourrissait le présent qui préparait l'avenir et on n'en est plus là. Le temps présent seul fait la loi et c'est un temps mort. À quoi bon le passé? Il n'existe pas. À quoi bon le futur? Il n'existe pas non plus. Il n'existe qu'un éternel présent. D'où l'intérêt de travailler à l'accélération de la disparition du temps. Suppression des humanités, suppression de la lecture, suppression du calcul, suppression de la mémoire, suppression de la réflexion. On a même un Premier ministre qui nous invite à ne plus réfléchir aux causes des choses. À quoi ça sert de se demander d'où viennent les choses? C'est pas utile. Il n'y a plus besoin de réfléchir, il suffirait d'obéir. Ça, c'est le signe d'un temps nihiliste. Ne plus chercher les causes de ce qui advient. Le travail généalogiste, c'est le travail par excellence de l'intellectuel, de l'historien, du philosophe, du psychologue, du sociologue, du psychanalyste, de tous ces gens qui sont des généalogistes et qui veulent savoir pourquoi il y a ça. Pourquoi il y a une pathologie? Pourquoi il y a une souffrance? Pourquoi il y a du terrorisme? Pourquoi il y a un parti d'extrême droite à 30%? Pourquoi, etc., etc. Pourquoi les choses sont comme elles sont? C'est le travail normal de l'intelligence. Plus besoin d'aller chercher les explications du présent dans le passé, il n'y a plus de passé. Plus besoin d'aller chercher non plus dans le présent de quoi préparer l'avenir, il n'y a plus d'avenir non plus. Il n'y a plus qu'un pur instant. De Virgile à Proust, le temps est resté le même. C'est-à-dire que des géorgiques à la recherche du temps perdu, on vit dans un même monde. C'est toujours le monde du cheval. C'était le cheval qui permettait les labours dans les géorgiques de Virgile. C'est le cheval qui tracte la charrue. C'est le cheval
auxquels sont attelés des Tilbury ou des Impériales à l'époque de Proust, mais c'est toujours le cheval. Ça reste la même configuration ontologique, même si il y a des avions, il y a des voitures dans la recherche du temps perdu, mais ça démarre, c'est pas pour tout le monde. Il y a eu des machines à fabriquer ce temps mort. Ce temps n'est pas mort par hasard. Il y a des causalités diverses et multiples. On peut imaginer qu'il y a des machines à tuer le temps, mais que les machines qui ont tué le temps vont générer aussi d'autres machines qui vont tuer le temps. C'est une espèce de cercle vicieux. La cause produit des effets qui sont à nouveau des causes qui vont produire des effets nouveaux. Il y a eu des machines qui ont produit de nouvelles vitesses, notamment le moteur. On n'a pas assez philosophé sur le moteur, parce qu'on préfère philosopher sur des objets dont on dit qu'ils sont a priori philosophiques, alors que le moteur ne serait pas philosophique. C'est évidemment un objet éminemment philosophique. C'est un objet empirique, mais sur lequel il faut réfléchir, et réfléchir puissamment. Le moteur permet de s'affranchir de nos conditions naturelles. On était fait pour marcher. On était fait pour nager, mais pas rester sous l'eau. On était fait peut-être pour sauter, mais pas rester dans l'air. Et ces machines vont nous permettre de vaincre la pesanteur, les aéroplanes, les avions. Ces machines vont nous permettre de rentrer sous l'eau et d'y vivre, les sous-marins. Tous les moteurs ont rendu possible une espèce de corps augmenté. On a créé aussi des usines. Et le temps de l'usine n'est pas le temps du paysan. Le paysan travaille au rythme de ses animaux et puis au rythme des saisons. Le paysan ne va pas moissonner l'hiver, il ne va pas labourer l'été. Ça n'a pas de sens. Il y a des saisons pour chaque chose, le jardinier le sait bien. Eh bien, ça n'est plus du tout le même temps, le temps du cosmos qui était celui du paysan, ça n'est plus du tout le temps de l'ouvrier qui est le temps du chronomètre. Le temps de l'ouvrier est un temps chronométré, c'est celui du capitalisme industriel. Le temps, c'est de l'argent à partir de ce moment-là. Il y a donc ces machines qui modifient considérablement l'époque. La disparition de la ruralité va de pair avec le moteur. C'est bien que le tracteur modifie le rapport à l'agriculture et que les ouvriers qui travaillent dans les villes, je vous renvoie à cette belle chanson de Jean Ferrat, qui montre comment l'exode rural a généré des vies urbaines qui elles-mêmes nous ont mis en relation avec ce temps qui était mourant et qui est devenu un temps mort. Il y a des machines qui, par la suite, nous ont appris ce qu'était un nouveau temps totalement inédit, qui est le temps virtuel. Le virtuel est une réalité. Il ne faut pas se tromper avec ce mot-là en disant que la virtualité, ce serait l'inexistant. La virtualité, c'est une existence. Elle existe vraiment, la virtualité. Il faut dire ce qu'elle est véritablement. C'est d'une certaine manière la réalité des ondes. Nous vivons au milieu des ondes, parmi les ondes. Nous savons très bien que nous pouvons communiquer avec des téléphones portables, jadis avec des téléphones filaires, comme on disait, mais avec des téléphones portables, que nous pouvons écouter des émissions de radio ou de télévision, et qu'avec des ondes qui se téléportent ou télétransportent, nous pouvons assister à une autre réalité. C'est une drôle de méconnaissance. J'ai testé un petit peu autour de moi, mais je dis, mais voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une télévision, tout le monde a au moins une télévision chez lui, tout le monde a vécu avec la télévision, tout le monde regarde la télévision au moins une fois par jour, enfin la plupart. Et personne n'est capable de donner une date de naissance à la télévision, et personne n'est capable de dire qui a inventé la télévision. Il a fallu moi-même que je cherche, c'est le 26 janvier 1926 qu'un Écossais du nom de John Baird invente ce qui devient la télévision. C'est donc la technique. La technique est inventée par la suite. Et on va faire ce travail-là un jour, consacrerait une séance tout entière sur ce que la télévision a produit comme méfaits ontologiques, philosophiques, spirituels, etc. Mais à partir de ce moment-là, la technique étant inventée, il y aura un certain temps jusqu'à la production de la télévision qui rentre à la maison. Et puis après, c'est la télévision qui occupe la totalité de la maison. J'avais lu d'ailleurs un jour un article d'un archéologue qui était extrêmement intéressant et qui disait, mais imaginons que notre civilisation disparaisse complètement et qu'un jour quelqu'un rentre dans l'appartement qui a été l'appartement de quelqu'un d'aujourd'hui, il se dirait, mais on ne sait pas ce que c'est que cette télévision, mais probablement un objet de culte
parce que toutes les chaises étaient tournées dans cette direction, parce qu'il y avait des canapés qui étaient là, et on devait probablement le soir, ou régulièrement dans la journée, rendre un culte à cet objet, parce qu'il est partout présent, et là où il est, tout est dirigé vers cet écran. Le temps du moteur a été un peu étudié grâce à la médiologie, qui est une discipline extrêmement intéressante créée par Régis Debray, c'est-à-dire sur la médiologie, c'est l'étude de la circulation des informations. Donc évidemment, il a fait des travaux sur la bicyclette, sur le train, sur l'avion, sur la transportation des informations par télé, radio, journaux, etc. C'est un travail extrêmement intéressant de Régis Debray. Mais on n'a pas vraiment travaillé sur les ondes, sur cette invisibilité qui fait la loi. C'est pourtant majeur, parce que le temps des ondes a accéléré le nihilisme. Pas dire qu'il l'a produit, encore que il le produit, et vice-versa. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une dialectique causale, que les causes devenaient des effets qui devenaient des causes, mais il y a eu une accélération du nihilisme avec cet instrument. Le temps du début de la télévision n'est pas le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les grosses et lourdes caméras qui étaient impossibles à déplacer, ou alors il fallait de la force musculaire, eh bien ces caméras, elles étaient sur place et on faisait presque de la radio filmée. Et on travaillait dans un temps réel, c'est-à-dire on faisait des émissions en direct. Donc le temps télévisuel et le temps en direct, c'était la même chose. D'une certaine manière, ça coïncidait, plus ou moins. J'ai eu l'occasion de vous parler d'une émission de Jean Kelevitch avec Pierre Dumaillet, où j'ai découvert que le principe de l'émission, c'était de faire tourner le moteur des caméras avant que l'émission ne soit commencée, pour intégrer ce tournage dans l'émission elle-même. C'était déjà le début du vice, d'une certaine manière. Parce qu'on ne dit pas la même chose hors caméra, enfin théoriquement, certains ne disent pas la même chose hors caméra, devant les caméras et après les caméras, en dehors des caméras. Donc il y avait déjà chez Dumaillet cette façon de jouer avec la virtualité du temps pour intégrer le virtuel dans le réel et jouer avec ces modalités différentes du temps. Le direct a disparu, quasiment disparu. D'abord parce qu'il faut construire un temps nouveau qui est le temps du marché, qui est le temps du capitalisme qui nourrit cette télévision qui coûte extrêmement cher. Ce sont les chantiers qui correspondent aux pyramides, qui correspondent aux cathédrales des civilisations anciennes. Faire un film ou fabriquer une émission de télévision, ça coûte horriblement cher. Et on supprime donc le temps réel pour fabriquer un temps virtuel qui est un temps composé et un temps monté. Jadis, il y avait un temps de l'écoulement. C'est-à-dire que on apprenait la rhétorique à l'école et on apprenait à fabriquer un raisonnement. On expliquait comment il fallait exposer, développer, illustrer, proposer un passage pour une autre nouvelle idée qu'on allait exposer, illustrer, etc., etc., dans une partie qui elle-même annonçait une deuxième partie, etc., etc. Il fallait développer son intelligence dans le temps. Il fallait que nous puissions disposer du temps pour pouvoir faire une phrase, puis faire un paragraphe, puis faire une partie dans les propositions que nous tenions devant un micro ou devant une caméra. Il fallait donc que l'écoulement soit respecté pour qu'il y ait un développement et qu'on puisse saisir une séquence pour la parole, pour le discours ou pour la démonstration. Le temps du montage a fait disparaître tout ça. Et j'ai découvert ça avec ma première télévision, qui était l'occasion d'un reportage pour le Ventre des philosophes. Et le journaliste avait trouvé que le Ventre des philosophes cuisinait, c'était très malin, très original comme idée. Donc, j'avais cuisiné. Et j'avais nourri et abreuvé les journalistes de plusieurs bouteilles, et ils filmaient. Et puis, quand ils ont monté tout ça, je me suis aperçu que sur un plan, la bouteille était pleine, sur l'autre, elle était vide, sur l'autre plan, elle était à demi remplie, puis après, elle était pleine, puis après, etc. Je me suis dit, tiens, le vrai temps, c'est le temps de l'écoulement de la bouteille. On en prend une, puis une deuxième, puis une troisième, et on voit bien. Mais quand vous avez fait un montage, vous n'avez pas fait attention au vin qui est sur la table, vous n'avez pas fait attention non plus à la hauteur du vin dans la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a une mesure véritable qui est la succession des bouteilles et la descente de la bouteille. Et là, je me suis aperçu effectivement qu'on avait fabriqué un temps, construit un temps, qui n'avait plus rien à voir avec le temps dans lequel j'avais exposé ma pensée. Il fallait sortir une phrase, il fallait sortir un bon mot, il fallait faire de telle sorte que l'avant devienne l'après, que l'après devienne l'avant, que le pendant disparaisse noyé dans une autre série ou dans une autre séquence. C'est-à-dire que pour le coup, le temps
qui se trouve fabriqué par la télévision, est une fiction pure. Ça n'est pas le temps. Pourtant, quand vous regardez la séquence, vous pensez que c'est le temps, que le développement qu'on vous présente, c'est un développement qui coïncide avec le développement du temps. Pas du tout. C'est un temps voulu, c'est un temps fabriqué, c'est un temps qui suppose un déroulé qu'on aura voulu comme tel pour imposer une narration. Le temps réel, le temps concret, le temps empirique disparaît et nous sommes nourris d'un temps virtuel qui nous donne l'impression d'être le seul réel. Il y a une opération de prestidigitation qui fait que nous ne savons plus ce qu'est le temps réel et nous ne connaissons plus que ce temps qui nous est présenté comme tel et qui est un mensonge. On veut faire dire ce qui peut-être a été dit, mais qui a été dit dans le désordre. Et vous savez très bien qu'avec des lettres, les mêmes lettres dans le désordre, pour ceux qui jouent au Scrabble, vous pouvez, avec les mêmes lettres, faire dire des choses différentes, puisque vous avez des mots différents. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les pensées. Quand vous faites sortir une pensée du temps dans lequel elle se développe pour l'intégrer dans un temps virtuel que le journaliste aura voulu, vous lui faites dire autre chose. Ce qu'elle dit, elle le dit autrement. Cette abolition du temps ancien au profit d'un temps nouveau suppose que nous ne pouvons plus faire des discours argumentés. Nous ne pouvons plus penser. Faites l'expérience, quand vous regardez une émission de télévision, jamais les plans ne durent plus de 3 ou 4 secondes. Vous avez un plan, puis un autre plan, puis un autre plan, puis un autre plan. C'est-à-dire que physiologiquement, on sait très bien qu'entre le moment où votre œil va capter l'image et va décoder ce qui se passe dans l'image, eh bien vous allez rester devant votre téléviseur. Eh bien on va vous envoyer une autre image. Il va falloir recommencer. Puis encore une autre image. Et il va falloir recommencer. Et au bout de 2 heures, vous êtes toujours devant votre télévision parce que ces séries de plans qu'on vous inflige ont fait que votre corps aura eu besoin d'une présence pour pouvoir les décoder. Et c'est pourquoi on passe 1 heure ou 2 heures devant sa télévision, parce que les montages sont ainsi faits qu'ils nous tiennent prisonniers devant l'écran. L'abolition de ce temps-là, c'est l'abolition du temps de la raison, du temps de la réflexion, du temps de l'intelligence. Fini les plans fixes et les plans longs. Prenez une émission comme l'abécédaire de Gilles Deleuze. Deleuze n'aimait pas la télévision et avait dit, je veux bien, avec son ancienne élève Claire Parnet, je veux bien enregistrer des choses sur des lettres. Il avait fait un abécédaire, mais on a une caméra qui, je crois, nous deux, mais enfin, je crois que c'est une caméra, un plan fixe, et Deleuze parle. Alors probablement on coupe, on enlève ce qu'on appelle les savonnages, les répétitions, ce genre de choses, mais on peut probablement chronométrer, il y a des plans qui doivent durer plusieurs minutes. C'est-à-dire que la télévision est au service de la parole. Maintenant, c'est l'inverse, c'est la parole qui est au service de la télévision. Ce ne sont plus les mêmes choses qu'on peut dire quand, effectivement, la raison a disparu, l'argumentation n'est plus possible, et que l'intelligence a disparu. On ne s'adresse plus à l'intelligence de celui qui regarde, mais pour le coup, à ses passions, à ses émotions. On ne sollicite plus que le pathos, qui lui est binaire. C'est pas compliqué avec le binaire, on aime ou on déteste. On adore ou on hait. Comme on dit aujourd'hui, on kiffe ou on nique. Donc on met le pouce en l'air ou le pouce en bas pour faire savoir que, quoi que vous ayez dit, on aime ou on n'aime pas. Impossible d'être subtil, de dire pourquoi on n'aime pas, pourquoi on aime ceci, mais on préfère autre chose, pourquoi ça on n'a pas aimé, mais qu'on aurait pu aimer ci, etc. Impossible d'être subtil. C'est le temps binaire où on déteste, où on aime. Il faut effectivement, comme dans l'arène, lever le pouce ou baisser le pouce pour savoir si on est un bon client, si on a fait le buzz, si on a fait l'audience, si donc on a existé. Peu importe qu'on ait dit n'importe quoi. D'ailleurs, il faut dire n'importe quoi pour que le buzz ait lieu. Et des gens savent aujourd'hui que quand ils viennent 1 heure d'émission, il faut fabriquer le matériau du buzz. Parce que quand vous passez chez Ruquier et que vous êtes pendant 2 heures dans un enregistrement, on va en garder 1 heure, et sur cette heure-là, la presse ne parlera que des 2 phrases ou des 3 mots que vous aurez pu dire qui vont générer le buzz, qui lui-même va générer l'audience, qui elle-même va rendre possible la pérennité de l'émission et qui, accessoirement, va générer une augmentation de salaire du producteur de l'émission. Nous vivons dans un temps platonicien. Vous savez que dans l'allégorie de la caverne, Platon nous fait savoir que nous prenons les ombres pour la réalité, mais que la réalité vraie, ce sont les idées pures. Eh bien, nous prenons aussi les ombres pour la réalité. Nous pensons qu'effectivement, ce temps, c'est le vrai temps. Ce qui nous est montré, c'est la réalité. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on nous montre. Ce qu'on ne nous montre pas, ça n'existe pas.
quand d'aucuns qui réactualisent probablement les comportements de la horde primitive violent des femmes en Allemagne, pas d'image, pas d'information, ça n'a pas eu lieu. Ce qui n'est pas montré n'existe pas. Mais comme aujourd'hui des gens peuvent montrer, alors il y a un moment donné où c'est montré ailleurs. Et si c'est montré ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a d'autres temps et que peut-être ces temps médiatiques sont des temps mensongers et qu'il faudrait nous méfier de ces images qui nous sont présentées comme plus vraies que la réalité. Le temps du cosmos, le temps réel, le temps du cosmos disparaît au profit du temps virtuel sans que nous ayons vu comment la prestidigitation s'est effectuée. Et je me souviens d'un ami qui faisait des films et qui m'avait emmené sur ce banc de montage où il montait des images c'était un film sur la guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale, et il me faisait voir des images, et il me dit: qu'est-ce que tu vois là? Et je voyais des bombes qui tombaient, des avions qui bombardaient, etc. Et il me dit: mais est-ce que tu penses que un caméraman peut être là très exactement au moment où la bombe tombe? Et je me dis: bah oui, il a raison, finalement. Pourquoi est-ce qu'il y a une caméra très exactement à l'endroit où la bombe tombe? Il me dit: ce sont des images de propagande. Toutes. Aucune image n'a été faite, il n'y avait personne qui était là et qui filmait les choses. Simplement, on disait: voilà, il y a une caméra, on tourne, et puis il y a des gens qui passent et qui balancent des bombes. Et on fabrique des images, et on utilise ces images pour nous dire: voilà comment ça se passe. Donc si vous montrez une victoire virtuelle sur un écran alors que c'est un échec réel, vous voyez quel type de réalité vous aurez produit. Des gens qui ne sont pas des islamo-gauchistes ont découvert, ils ont fait le calcul, depuis 1991, George Bush et ses guerres contre les pays musulmans, avec la France évidemment, George Bush a occasionné 4 millions de morts. 4 millions de morts. Aucune photo de ces victimes. Elles n'existent donc pas. Ce sont des virtualités. 4 millions de musulmans morts sous les bombes des États-Unis sous prétexte de lutter contre les États terroristes, les États voyous, de prévenir des guerres, de faire des guerres préventives, etc., etc. 4 millions de morts dont vous n'aurez aucune image. Une image d'un petit garçon noyé sur une plage et vous changez l'opinion publique. La veille, elle était contre l'accueil des populations immigrées. Le lendemain, elle est pour, elle veut. Elle désire, elle aspire à ce que nous accueillions tous les gens qui sont susceptibles de venir sur le territoire européen. Toujours pas d'image de ces guerres. Les images, vous les connaissez, ce sont des images en noir et blanc où on voit des cibles qui sont photographiées à partir de satellites, assez probablement, ou à partir d'avions, et on vous fait voir un cadre qui tourne autour d'un bâtiment, et puis d'un seul coup, ça explose, une espèce de fumée blanche, de lumière extrêmement blanche, et tout disparaît. Il y a des morts dans ces bâtiments. Il y a des individus, des femmes, des enfants, mais on ne les verra pas. Donc la guerre, c'est une guerre dans laquelle on ne montre pas les morts. Donc c'est une guerre virtuelle également. Donc c'est pas vraiment une guerre. On ne veut pas montrer la réalité parce qu'on sait très bien que ce que l'on montre, c'est la réalité. Si on ne montre pas la réalité, il n'y a pas de réalité. Donc on peut continuer à faire des guerres ou à continuer à justifier ce que les pouvoirs ont toujours envie de justifier. Le passage à la télévision crée des réalités virtuelles. C'est assez étonnant. Quand les gens parfois me rencontrent dans la rue, ils sont étonnés de mon existence physique. C'est ça qui est étonnant. C'est pas que j'existe dans une télévision, mais c'est que je sois vrai. Et à la télévision, on vous voit toujours plutôt assis. Ils me disent: ah, mais vous êtes plus grand qu'à la télé. Bah oui, mais j'ai la même taille. Sauf quand on me voit debout à la télévision, et encore à la télévision, on me voit comme ça quand on est debout dans un écran. Mais cette idée que ce qui étonne n'est pas qu'on soit dans une télévision, mais que quand on est vu à la télévision, on puisse être aussi dans la vie réelle, est une étrange façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a une fabrication d'une espèce de monde dans le monde, et il y a des gens qu'on voit à la télévision et qui ne sont pas d'une même substance. Ils ne sont pas constitués d'une même substance. C'est l'émergence de la virtualité comme une réalité en pleine réalité qui peut étonner les gens, c'est-à-dire que le réel empirique est mort. On est étonné par le surgissement du réel empirique et pas étonné par le fait que le réel empirique puisse être pixelisé. C'est pas le pixel qui est étonnant, c'est que le pixel puisse provenir d'une réalité tangible et concrète. On a donc célébré un faux réel transcendantal. C'est pas une réalité que la réalité médiatique. C'est une fiction. C'est sans cesse une fiction qui pourtant nous est présentée comme la garantie de la réalité.
vu à la télé. On devrait se dire, j'achète surtout pas. Je n'achète surtout pas quand on voit cet estampillage, parce que vu à la télé, ça veut dire quoi? Ça veut dire voulu par des gens qui ont voulu qu'on voit à la télé. C'est-à-dire fabriqué pour que ça puisse être acheté, vendu, désiré, consommé. Produit pour être mis devant votre regard. Donc pour être intégré à votre propre désir. On dilue le temps vrai dans un faux temps et on nie le passé, l'avenir au profit d'une pure et simple présence. À la télévision, ce qui fut n'a pas été, ou ce qui sera n'est pas. On est dans une fiction de l'instant pur, et parfois, quand on vous présente des choses, je songe à la chaîne Histoire, c'est toujours le même film. C'est toujours le même film. Ushuaïa, c'est le même film. Vous avez des chaînes où c'est toujours la même chose. Il y a la chaîne des chasseurs, la chaîne des chiens, la chaîne des sportifs, la chaîne des, etc. Il y a une chaîne pour les chiens. J'allais dire Hot Dog, non, c'est pas ça, c'est Dog TV, je crois. Il y a une chaîne pour les chiens, mais il n'y a pas une chaîne pour la culture. Pas une chaîne qui est entièrement dévolue à la culture, mais une chaîne entièrement dévolue aux chiens. Vous avez des chaînes dévolues aux informations. Les informations sont toujours les mêmes informations, sont toujours les mêmes individus, les mêmes éditorialistes, les mêmes gens qui font semblant de pas être d'accord et qui font des faux débats où on a l'impression, quand on les écoute, qu'effectivement il y a deux visions du monde. C'est une même vision du monde. Quand vous ne proposez pas cette vision du monde, vous n'avez pas droit de citer. Ou si vous avez droit de citer, vous êtes insulté, sali. Vous êtes vilipendé. Qu'est-ce que c'est que cet individu qui nous dit que le réel a lieu? Qu'est-ce que c'est que cet individu qui nous dit que le roi est nu? Qu'est-ce que c'est que cet individu qui nous fait savoir que la télévision est une machine à fabriquer une virtualité qui prend plus de place que la réalité? C'est la grande servitude. La grande servitude, c'est que nous puissions croire aujourd'hui plus vraies les fictions que la réalité. C'est que devant ce que nous présente la télévision, nous acceptons les choses comme une évidence. Cette dame qui a tué son mari, dont on pense qu'il faut la gracier, personne ne se demande pourquoi 2 fois un jury populaire, dans une démocratie, on a condamné 2 fois cette dame à 10 ans de prison. Bien, c'est normal. N'importe qui pense qu'une femme qui se fait maltraiter par son mari pendant si longtemps, elle peut effectivement tuer son mari. Mais personne ne pose la question du jury d'assises populaire. On est encore en démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand 2 jugements d'assises ont décidé d'infliger 10 ans de prison à une femme, c'est qu'ils ne le font pas juste pour la punir, parce qu'ils ont envie d'être méchants. Personne ne pose la question. On vous donne juste la réponse. On vous dit, cette dame, il faut la libérer. Bien sûr qu'il faut la libérer. Elle n'est évidemment pas coupable. Alors, c'est le jury qui est coupable. Alors, ce sont les juges qui sont coupables. Alors, c'est la justice qui est coupable. Peut-on réfléchir sur un événement comme celui-ci? La télévision nous dit, ne réfléchissez pas. Voilà ce qu'il faut penser sur ce sujet. Voilà la réalité. Voilà la vérité. N'allez pas chercher plus loin. Vous ne croyez rien. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez à rien. Me disait l'autre jour quelqu'un. Me dit, mais non, mais je ne crois pas à ce qu'on me demande de croire. Je crois à ce que j'ai conclu quand j'ai fait fonctionner mon intelligence en me disant, oui, il faut effectivement que les femmes qui tuent leur mari après des années de vie terribles puissent effectivement échapper à des décisions de justice extrêmement lourdes. Mais pourquoi une décision de justice extrêmement lourde 2 fois? Je pose la question. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Je dis simplement qu'à la télévision, on ne pose pas de questions. À la télévision, on vous donne des réponses aux questions que vous ne vous posez pas et on vous invite à souscrire à la réponse à cette question que vous n'avez pas posée. On fabrique donc du consentement. C'est une machine à fabriquer du consentement sans réflexion. On abolit effectivement la réflexion parce qu'on n'inscrit pas cet événement dans une série causale. Quand je vous ai tout à l'heure qu'un Premier ministre peut nous dire aujourd'hui que essayer d'expliquer, essayer de comprendre, c'était déjà expliqué, c'est terrible qu'on puisse dire une chose comme ça. Mais comprendre et expliquer, ça fait partie des choses les plus belles qui soient, pour éviter justement d'être des bêtes, et encore, pour éviter d'être des barbares, puisque c'est un mot qu'on utilise fréquemment ces temps-ci. Donc réfléchir, c'est une bonne chose. Se demander pourquoi, c'est une bonne chose. Mais les médias, au sens latin du terme, ceux qui transportent l'information, n'ont pas intérêt à ce que nous réfléchissions. Ils ont intérêt à ce que nous obéissions, et ils ont même intérêt à ce que nous consommions des parts de marché. Nous fabriquions, avec notre consentement, leur argent, leur profit,
leur bénéfice, ce qui va permettre pour les annonceurs de mettre de l'argent sur la table pour qu'au moment où on s'y attend le moins, on puisse avoir une publicité pour les assureurs, pour etc. Ça dépend sur France Inter, il n'y a pas des trucs sur les couches culottes, mais on a des trucs sur les mutuelles d'enseignants, mais sur d'autres, RTL ou Europe 1, on a des choses sur etc. etc. Vous savez très bien qu'on cible et que la télévision ou la radio, ce sont des instruments qui sont faits pour qu'au moment où on va cibler la publicité, on puisse avoir devant sa radio ou sa télévision le personnage qui est susceptible d'acheter. Ce sont donc des machines à tuer le jugement, des machines à tuer la réflexion, des machines à dissocier les choses de leur cause. Ce sont des machines à cesser de voir des effets. Ce sont des machines à nous proposer, qui nous proposent un réel dont on nous dit qu'il faut que nous nous en contentions sans nous demander d'où il vient et de quoi il procède. Le passé meurt complètement quand on nous invite à ne plus inscrire le présent dans la série causale qui l'aura produit. Si on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus ce que c'est. Si on ne sait plus ce qui a produit ce qui advient, un acte terroriste, par exemple, si on ne sait plus réfléchir à ça, et si même réfléchir devient coupable, alors à ce moment-là, on ne saura jamais ce que c'est. On ne pensera jamais le réel. Il n'y aura que du consentement. On vous fait voir des choses pour que vous consentiez à la version qu'on veut vous donner. On ne veut pas vous faire de vous des gens qui réfléchiront, qui analyseront ou qui penseront. On vous invite juste à prendre pour ce qui est proposé, un temps fictif, ce qui est proposé, il vous est présenté comme une vérité ou comme une réalité. Ces machines, téléphone, radio, télévision, etc., sont des machines à tuer le temps, à tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand vous allez dans une salle d'attente, aujourd'hui, eh bien, tout le monde est sur son téléphone portable. Chez un médecin, comment on faisait il y a 30 ans quand il n'y avait pas de salle d'attente? On prenait les journaux que tout le monde avait tripotés, sur lesquels il y avait tous les virus que les gens apportaient puisqu'on était chez le médecin, et donc on se contaminait avec des revues sales, et on lisait, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone et vit dans ce temps virtuel. Le téléphone et la radio abolissent les distances. La télévision abolit distance et temps. Le temps mort est présenté comme un temps vif. Le temps du tweet et du texto, par exemple, sont des temps assez singuliers puisqu'ils ne sont inscrits dans aucun mouvement. On ne sait pas ce qui précède, on ne sait pas ce qui suit. Si vous savez très bien ce qui précède votre tweet parce qu'il s'inscrit dans une réflexion et que vous êtes capable de faire un aphorisme, c'est ça un tweet, c'est un aphorisme, c'est une pensée en moins de 140 signes, c'est possible de penser en moins de 140 signes. Mais c'est pas possible pour tout le monde de comprendre une pensée en 140 signes. Quand on synthétise une pensée en 140 signes, on suppose que celui qui va lire les 140 signes pourra comprendre ce qu'est cette synthèse et comment il pourra procéder, c'est-à-dire comme de temps en temps vous mettez de l'eau dans quelque chose qui est lyophilisé et vous obtenez une soupe ou je ne sais quoi, ou des morilles. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que le temps du tweet, s'il est inscrit dans une durée et dans une causalité, il est un temps intéressant. Mais s'il est inscrit dans le temps pur, il n'est pas pensable. C'est-à-dire au sens étymologique, il n'est pas susceptible d'être pensé. Et il y a un moment où on vous dira, il faut être dans l'émotion. Si vous êtes dans la réflexion, c'est pas le temps de la réflexion. Si vous réfléchissez au moment où un attentat a lieu, on vous interdit de réfléchir au moment où l'attentat a lieu. Au moment où l'attentat a lieu, il faut être dans l'émotion. Il faut kiffer ou niquer, mais pas penser. Donc, je nique l'attentat. Et si vous niquez l'attentat, vous êtes un grand philosophe. Si vous le kiffez, vous êtes un philosophe intégriste. Mais vous pouvez pas dire, moi je ne kiffe ni ne nique, mais je comprends. On pourrait refaire la phrase de Spinoza. Ni kiffer, ni niquer, mais comprendre. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas pensable. Kiffe, nique, mais ne pense pas. Eh bien, le tweet est dans cette logique-là. C'est exactement la même chose avec le texto que nous recevons dans un temps qui est celui de la réception, mais qui n'est pas le temps de l'émission. Vous envoyez tard un tweet, le soir, le lendemain matin, vous avez une réponse et vous dites « Pourquoi il me dit oui ?» Oui quoi? Vous êtes obligé de refaire un tweet en disant « Oui quoi ?» Vous dites « Oui, mais tu me demandais si. » Ah oui, d'accord. Simplement parce que ce sont des temps dissociés. À moins que vous lisiez le tweet, le texto qui vous a envoyé juste après que, etc. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation d'un temps semblable. Si vous êtes sur un temps dissemblable, le temps du tweet ou le temps du mail est un temps dans lequel on ne peut pas communiquer.
On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. C'est tellement immédiat. C'est presque comme une prise de parole sans causalité, sans effet dialectique. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis, quand vous le recevez, parfois les choses sont déjà caduques, sont déjà vieilles, sont déjà anciennes. Le temps de l'écriture, du temps de la correspondance, je songe à celle de Voltaire par exemple, ou à d'autres qui ont fait des volumes entiers de correspondance. Je travaille sur quelqu'un qu'on appelle un monarchomaque, c'est-à-dire des protestants qui invitaient au massacre des tyrans, qui s'appelle Théodore de Bèze, c'est son nom, c'est pas un pseudonyme, et dont j'ai découvert qu'il avait très peu écrit de textes vraiment de monarchomaque, mais qu'il avait publié une trentaine de livres de correspondance. 30 livres de correspondance, 300 pages par volume, pour un individu qui a été majeur. On verra, on abordera cette question-là au moment de décadence, mais parce qu'à l'époque, effectivement, le temps de l'écriture n'est pas dissocié du temps dialectique dans lequel nous nous trouvons. On explique, on raconte, on pèse ce que l'on dit et on a la possibilité de réfléchir quand on écrit. J'ai vu qu'il y avait une application qui permettait, pour les gens qui ont le doigt un peu rapide et qui balancent rapidement des textos qu'ils ont, pas des textos, des mails, alors qu'ils regrettaient, de faire de telle sorte qu'on puisse différer l'envoi. Vous envoyez, mais il y a un temps qui vous permet de réfléchir, éventuellement de reprendre ce que vous pourriez dire, tant on a compris effectivement que cette vitesse d'exécution n'était pas toujours bonne. Qui plus est, quand vous envoyez à votre femme un mail destiné à votre maîtresse. Nous vivons dans des temps déracinés, c'est très fréquent. C'est une cause majeure, m'a-t-on dit, des divorces, de tomber sur les textos, les tweets, les mails des amants et des maîtresses. Ces temps-là, cette espèce de disparition du temps, ce temps virtuel dans lequel nous vivons, ne nous permet plus de comprendre les temps dont on a parlé, c'est-à-dire les temps du géologue ou du spéléologue, les temps du nomade ou du sédentaire, les temps du rural ou les temps de l'urbain, les temps de la plante ou de la pierre, des vivants ou des morts. Et on fabrique une civilisation de gens qui, ne sachant plus s'installer dans le temps, par exemple sur le terrain musical, deviennent sourds. Ils deviennent sourds parce qu'ils ne savent plus écouter une symphonie dans toute sa durée, voire un opéra. Un opéra, 2 heures, 3 heures, par exemple, suppose une concentration dont certains ne sont plus capables, parce qu'ils ont été formatés à écouter des pastilles ou des petites choses, des chansons qui n'excèdent pas 3 minutes 40, parce qu'on considère que c'est le temps d'une chanson. À l'époque où Léo Ferré disait « mais moi j'ai des choses à dire et ça tient sur 25 minutes ». On dit 25 minutes, ta chanson tu la fais si tu veux, mais elle passera pas à la radio. Et Ferré disait « tant pis, mais je l'ai fait quand même ». Aujourd'hui, ça n'est plus possible, tous les chanteurs fabriquent leurs chansons dans un temps qui n'excède pas ce que peuvent supporter les intelligences moyennes. On fabrique donc des sourds sur le terrain musical. C'est la même chose sur le terrain de l'écriture. On fabrique des illettrés qui ne sont plus capables de lire un livre de 500 pages. C'est trop gros. Et il y a même eu à l'école des versions allégées de Madame Bovary. Et on se dit, effectivement, si l'école elle-même estime que ça va pas assez vite, Gustave, et qu'il faut enlever des descriptions, c'est pas très utile les descriptions, et puis quand est-ce qu'il nique quel nique? Parce que c'est quand même ça qui est important. On se dit, allez, on fait sauter des chapitres et on fait une petite version light, comme on dit en français, version allégée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lire un roman dont on estime qu'il est trop gros, au-delà de 300 pages. Alors, Belle du Seigneur, n'en parlons pas. Mais déjà, Belle du Seigneur, qui fait un volume de Pléiade chez Gallimard, est un volume qui a été taillé. C'est-à-dire Gaston Gallimard avait fait savoir à Albert Cohen que c'était trop long et qu'il fallait enlever 300 ou 400 pages. Et Albert Cohen s'est exécuté. Mais si on a envie d'un roman qui fait 1000 pages, c'est un roman qui fait 1000 pages. Qui peut lire aujourd'hui un roman qui fait 1000 pages? Plus personne. J'ai déjà des problèmes avec Décadence. Là, je m'en vais vers 1000 pages et j'ai mon éditeur qui me dit « Oh là là, on va pas pouvoir. » Je dis « Vous pourrez, parce qu'il faudra. » Ça n'a pas de sens, sinon, de dire je vais faire des choses brèves et courtes, parce que les gens sont habitués aujourd'hui au bref et au court. Il faut qu'on puisse entendre des opéras, il faut qu'on puisse lire des longs romans, et puis il faut qu'on puisse aussi entendre de longues analyses, voire on a eu à l'époque des discours d'orateurs qui duraient 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Aujourd'hui, il faut juste faire 3 minutes avec la phrase qui va être prise ou reprise au journal du soir. On fabrique donc une intelligence. On fabrique un personnage qui n'a plus d'esprit critique, parce que si on ne peut plus se concentrer au-delà des pastilles, au-delà du roman allégé, alors on ne se concentre plus du tout.
Comment pourrait-on analyser, réfléchir, disposer d'un jugement critique si on ne peut plus analyser, si on ne peut plus voir le développement d'une pensée? On peut dire que la mort du temps tue ceux qui vivent dans ce temps. Cette façon de tuer le temps nous a tués, nous aussi. Nous sommes morts dans un temps mort. Et revenir au temps, à la création d'un temps, ça me paraît essentiel. Parce que si vous creusez, si vous cherchez au milieu de ce temps mort, un peu comme quand vous ouvrez des oignons et que vous finissez par enlever les plures, au milieu de l'oignon, il y a quoi? Il y a rien. Et c'est la même chose avec la musique, c'est-à-dire que on voit ça très bien chez Debussy, quand vous ouvrez la musique, au milieu de la musique, vous avez du silence. Et bien là, au milieu de ce temps mort, quand vous l'ouvrez sur le mode de l'oignon, d'une certaine manière, vous avez une fiction, vous avez une illusion, vous avez rien. Vous avez un effet de magie, et on vous a fait prendre pour la réalité ce qui n'était pas la réalité. Je vous propose de construire un contretemps, ce que j'appelle un contretemps. C'est-à-dire que ça, c'est le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps qui a été fabriqué par la civilisation depuis les 2 derniers siècles, disons. Depuis du moteur jusqu'à la virtualité, en passant par le téléphone, la radio et les inventions dont nous avons parlé. Si nous voulons aujourd'hui, dans ce temps mort, nous créer un temps vivant, c'est possible. Je ne crois pas que le mouvement soit réversible d'un point de vue culturel. On ne peut pas imaginer une civilisation dans laquelle on dirait on abolit les machines à tuer le temps ou à fabriquer ce temps totalement mort. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas aujourd'hui dire voilà, on interdit la télévision. En revanche, vous pouvez vous l'interdire. Ou vous pouvez vous interdire l'usage sous perfusion. On peut avoir des journées, des semaines sans télévision. On peut se dire, je vais chercher les émissions qui m'intéressent, je les écoute, je les regarde, mais c'est pas là en permanence. C'est moi qui veux la télévision, c'est pas la télévision qui me veut. Il y a donc la possibilité d'user d'une certaine manière de ce temps mort, et un certain usage de ce temps mort peut en faire un temps vivant. Ça, c'est à votre discrétion. Il faut nourrir le temps tel qu'il est du passé et du futur. Il faut remettre en liaison notre présent avec notre passé et notre futur, avec les sources et les prolongements. Le temps nihiliste, on l'a vu, empêche l'histoire. Le temps nihiliste empêche la réflexion, l'analyse, il empêche les séries causales, il empêche que nous puissions comprendre d'où viennent les choses et comment on peut agir sur les choses, parce que c'est finalement ça l'intérêt. Si on vous demande de ne pas essayer de comprendre, c'est parce que ce qu'on souhaite, c'est que vous n'ayez pas envie d'agir sur les choses. On a juste envie que vous soyez obéissant. Le temps hédoniste permet de revitaliser le temps. Nous vivons comme si nous ne devons jamais mourir, et ça, les philosophes antiques l'ont dit, et c'est pas une bonne chose. Nous sommes mortels, mais il y aurait une autre erreur qui consisterait à vivre comme si nous allions mourir tout de suite. Et on sait très bien que si on vous disait, voilà, c'est votre dernière journée, demain matin c'est fini, vous ne vivriez probablement pas la vie que vous menez. Vous ne seriez probablement pas là avec moi, vous ne supporteriez pas forcément la personne avec qui vous allez dîner ce soir, etc., etc. On sait bien qu'on ne vivrait pas exactement de la même manière. Il faut éviter ces 2 écueils. Vivre comme si on ne devait jamais mourir et vivre comme si on allait mourir dans l'instant. Il faut savoir qu'on va mourir. Il faut savoir que chaque seconde est précieuse et il faut la densifier, il faut l'habiter pleinement. Il faut pour ce faire supprimer les écrans qui se sont interposés entre vous et le monde. Les écrans au sens classique du terme, les écrans de télévision, les écrans de téléphone, les écrans d'iPhone, d'iPad, etc. Enfin, je ne dis pas qu'il faut en finir. Je dis juste que c'est à vous de maîtriser ces choses-là et à faire de telle sorte que ces choses-là ne vous maîtrisent pas. C'est juste un changement de rapport. C'est faire de telle sorte que le domestique devienne l'esclave, le maître du moins, et que le maître devienne l'esclave. Supprimer les écrans et tout ce qui s'interpose entre vous et le réel. Il faut aller directement au monde. Et on pourrait définir l'idéologie comme tout ce qui s'interpose ou tout ce qui s'intercale entre vous et le monde. Si vous n'avez pas de rapport direct au monde, si vous avez un rapport médiatisé au monde, dites-vous qu'il y a de l'idéologie entre vous et le monde. Et l'idéologie, c'est une espèce de prisme déformant. Quelle que soit l'idéologie, c'est toujours un prisme déformant.
Idéologie de droite, idéologie de gauche, idéologie athée, idéologie croyante, idéologie de ceci, idéologie de cela. Allez directement au réel et faites-vous directement votre avis. Pour ce faire, il faut aussi écarter un certain nombre de livres. Les livres monothéistes ou les livres religieux qui vous disent que la vérité, elle est dans ce livre. Dans la Torah, dans le Pentateuque, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans le Coran, dans la Bhagavad Gita, dans les lois de Veda, ou dans l'épopée de Gilgamesh ou je ne sais quoi. Tous ces textes qui sont des textes dans lesquels on vous dit tout est là. Pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il faut donc faire l'économie des livres qui nous éloignent du monde et éventuellement aller vers les livres qui nous ramènent du monde si tant est qu'on ait envie de livres ou besoin de livres. La poésie peut-être, et encore pas toute la poésie, et puis parfois des traités techniques. Un traité d'apiculteur, par exemple, ça me paraît parfois plus intéressant qu'un livre de philosophe sur l'abeille. Et voir l'examen même du comportement d'une abeille plus intéressant encore que la lecture d'un livre d'apiculture. Il faut donc en finir avec les vulgates, les lieux communs, les idéologies dominantes, les pensées du moment qui pèsent sur l'intelligence. Les endroits où on vous dit ce qu'il faut penser, où on vous dit ce qu'il faut voir, où on vous dit ce qu'il faut croire. On vous dit que vous n'avez pas besoin de réfléchir, mais que bien sûr, vous aussi, vous pensez comme ça. Si vous achetez Télérama, si vous achetez Le Figaro, si vous achetez Minute, Rivarol, enfin peu importe, mais si vous pensez que la vérité se trouve dans un journal, la vérité se trouve toujours dans le journal que vous n'achetez jamais. C'est toujours comme ça que ça se passe. Vous avez toujours des informations chez les autres que vous n'avez pas si vous vous nourrissez toujours de la même pitance, parce que vous allez chercher les informations qu'on vous donne et qui vont vous confirmer dans votre idéologie, qui vont vous confirmer dans le renoncement à la réflexion, au rapport direct au monde. La tyrannie du temps, enfin la tyrannie du temps mort dans lequel nous vivons, nous empêche finalement d'écrire nos vies. Nos vies sont à écrire. Et souvent, nous vivons des vies par procuration. Nous vivons la vie que les autres ont voulu que nous vivions. Nos parents, notre époque, des enseignants qui vous disent « il faut faire ceci ». Moi, au collège, on m'a dit il aura du mal à avoir son BEPC, le bac, faut pas y compter. Et ce serait bien qu'il fasse un CAP de tourneur-fraiseur. Et on avait décidé ça pour moi. J'aurais pu consentir à ce que le conseil de classe et le professeur principal avait décidé pour moi à l'époque. J'ai pas consenti. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé ne pas consentir à ce qu'on avait décidé pour moi. Mais il y a plein de gens qui sont, non pas ce qu'ils ont voulu être, mais qui sont ce que les autres ont voulu qu'ils soient. Et qui passent leur vie à vivre par procuration. Qui vivent la vie que, éventuellement, leurs parents n'ont pas vécue. Moi, j'aurais aimé, alors tu sauras. Ben oui, mais t'aurais aimé, il fallait le faire. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'autre chose. Ça, c'est reprendre en main sa vie et ne pas vivre la vie d'un autre, parce que souvent, nos vies sont écrites par d'autres. Il faut une fidélité au passé. Cette fidélité au passé, elle nous permet évidemment de nous projeter dans l'avenir, parce que le passé, c'est la mémoire des choses apprises, évidemment. Ça me paraît une évidence, mais il faut toujours redire. Ce sont aussi les souvenirs d'enfance ou les mémoires primitives, les expériences. Et comment peut-on vivre sans expérience ? On n'est pas le centre du monde. On n'a pas créé le monde tout seul. On n'a pas inventé l'eau chaude. On n'a pas découvert le calcul infinitésimal. On n'a pas découvert l'écriture. On l'a appris. Ça nous a été transmis. Si on n'apprend pas, alors on ne saura pas. Ce sont des vérités d'évidence, mais ne pas savoir, c'est nous installer justement directement dans ce temps mort. Il faut être dans des logiques dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Ce sont les logiques de la philosophie antique et savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et ça, c'est majeur dans une existence pour conduire sa vie ou savoir quoi faire de sa propre existence, distinguer ça, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, y consentir. Nietzsche dit même l'aimer. Amor fati, aime ton destin, dit Nietzsche. On n'est pas tenu d'aller jusque-là. Vous n'avez pas décidé d'avoir une maladie mortelle, et vous n'êtes pas tenu d'aimer cette maladie mortelle. Nietzsche va un peu loin, et Nietzsche n'a pas été vraiment nietzschéen. C'est l'aléatoire qui mène le monde. Et parfois on réécrit des chaînes causales, on explique j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai rencontré ceci, j'ai rencontré cela, ça a été majeur ceci, ça a été majeur cela. Et on n'écrit jamais l'existence, son existence, en tenant compte de l'aléatoire, des rencontres, des surprises. On a loupé un train, et en loupant son train, on attend le suivant, et on est sur un banc, et on rencontre quelqu'un. Et cette rencontre va être majeure.
On n'a pas choisi que le train arrive en retard, encore qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Si le train arrive à l'heure, c'est un événement, et vous pouvez considérer que l'événement joue un rôle majeur aussi dans votre vie. Vous êtes arrivé à l'heure, et vous avez pu assister au rendez-vous que vous convoitiez. Donc effectivement, il y a de l'aléatoire, et c'est l'aléatoire qui mène le monde. Et il y a cette expression intéressante que j'avais entendue un jour dans un train avec une vieille dame qui transportait ses poulets et qui allait au marché et qui disait « Ah, faut être philosophe ». Et j'aimais bien cette expression « être philosophe ». Qui signifiait ça, finalement, la vieille sagesse populaire. Je vous disais récemment qu'il fallait interroger les proverbes, les sagesses populaires, la culture orale, et qu'il y avait des choses dans ces expressions. Et l'expression « être philosophe » mérite qu'on l'interroge. Ça veut dire quoi, être philosophe? Ça veut dire supporter les coups du sort. Ça veut dire se prendre des choses dans la figure et faire avec, et continuer à vivre, et composer tout de même. Donc c'est une espèce de vieux fond stoïcien qui fait qu'on a compris qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas de pouvoir, et que ce sur quoi on n'avait pas de pouvoir, il fallait y consentir. En revanche, ce sur quoi on a du pouvoir, il faut le vouloir. Et c'est là qu'on peut effectivement construire un temps, un contre-temps. Disons-le autrement, vous n'avez pas le choix que le temps passe, mais vous avez le choix, dans ce temps qui passe, d'en faire tel usage plutôt que tel autre. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre décision. En ce sens, il faut être nietzschéen. Et j'ai eu l'occasion de dire plusieurs reprises, pourquoi je vais être un peu rapide sur ce sujet, mais que Nietzsche avait donné des leçons qui n'ont pas été comprises, et je vais vous dire pourquoi elles n'ont pas été comprises. Il a donné des leçons sur l'éternel retour, et qui n'ont pas été comprises parce que La volonté de puissance est un livre que Nietzsche n'a pas écrit, que sa sœur a fabriqué pour lui, et elle a fait une espèce de mélange de notes que Nietzsche avait pu prendre, des notes de lecture, donc des textes qui ne sont pas de Nietzsche, mais qui sont des textes écrits de la main de Nietzsche. Et sa sœur a pris ça pour argent comptant, et le dossier a été mélangé, fabriqué n'importe comment, et on a fabriqué une volonté de puissance dans laquelle il y a des contradictions. C'est normal qu'il y ait des contradictions, le texte n'est pas de Nietzsche. Sur cette question de l'éternel retour, il ne faut prendre que les textes qui ont été dûment validés par Nietzsche. Quand Nietzsche a dit « je publie et je donne mon imprimature », c'est-à-dire ce qui se dit dans Le Gai Savoir et ce qui se dit dans Ainsi parlait Zarathustra. Donc laissez de côté la volonté de puissance sur ce qui nous permet de savoir ce que signifie être véritablement nietzschéen. Parce que ce que je vous propose, c'est d'être un surhomme. Ça marche pour les femmes, évidemment, entendons-nous bien. C'est le surhumain que je vous propose. Donc on dit surhomme, mais c'est au-delà de l'homme et la femme relevant de l'humain, évidemment. C'est pas sexué, la proposition de Nietzsche. Ça fonctionne aussi pour les femmes. Le surhumain, c'est une chose extrêmement simple quand on a évité les commentaires que Deleuze et les Deleuziens ont pu faire sur ce sujet. Le surhumain suppose que vous sachiez que tout revient éternellement. C'est le temps du cosmos. Vous avez compris qu'il y a un temps naturel, celui des rythmes du cosmos, et que cet éternel retour des choses fait que ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu. On n'est pas obligé de souscrire complètement à ça, mais je veux dire qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a un éternel retour des choses. Et Nietzsche dit, on ne peut pas grand-chose sur ce qui advient, je supprime ma phrase, elle est mal formulée, mais on ne peut rien sur ce qui advient, parce que ce qui advient est déjà advenu et adviendra à nouveau dans les mêmes formes. Nietzsche dit explicitement dans les textes publiés par lui que ça revient dans les mêmes formes. Cette soirée d'université populaire ici a déjà eu lieu des milliers de fois, elle aura lieu des milliers de fois exactement dans la même forme. C'est ce que nous dit Nietzsche, éternel retour des choses. On n'est pas tenu de croire qu'il y a un éternel retour du même. On peut croire qu'il y a un éternel retour de l'autre, c'est-à-dire qu'il y aura des conférences, mais pas avec d'autres philosophes, puis avec d'autres, mais ni vous ni moi, parce que nous disparaîtrons. On peut aussi imaginer ça, mais Nietzsche ne l'imaginait pas. Et Nietzsche dit le surhomme, c'est celui qui sait ça et qui veut ça. Savoir que ce sur quoi nous n'avons pas de pouvoir, il faut le vouloir, c'est ça, être un surhomme, être dans le surhumain. C'est possible, c'est faisable. Deleuze dit, on doit vouloir ce qu'on veut voir se répéter sans cesse pour que ça se répète. C'est pas ce que dit Nietzsche. Et ça génère, dans les années 68, ce qu'on pourrait appeler un nietzschéo-gauchisme, du genre, il vaut mieux jouir que pas jouir. Il vaut mieux du plaisir que pas de plaisir. Il vaut mieux du bonheur que pas de bonheur. Donc effectivement, il faut jouir sans entrave, et cette jouissance sans entrave générera la répétition de la jouissance sans entrave, selon Deleuze, pensant Nietzsche. Or, Nietzsche ne dit pas ça, évidemment.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut être un Nietzschéen au sens orthodoxe, mais on peut être Nietzschéen aussi au sens de Deleuze, tout est possible, mais c'est de se dire effectivement, et je le répète, que ce sur quoi nous n'avons pas de pouvoir, il faut le vouloir, et que ce sur quoi nous avons du pouvoir, il faut aussi le vouloir différemment et se créer liberté. Je conclus pour vous dire ce que peuvent être des vies, qui sont des vies dans lesquelles les gens se sont créés liberté. J'aurais pu parler de Rimbaud ou de Gauguin. Rimbaud qui part au Harare et Gauguin qui s'en va aux Marquises. Et je vais vous dire 2 mots de Victor Ségalen, parce que Ségalen, qui est un Breton qui a écrit sur les deux, le double Rimbaud, et puis un autre texte qui s'appelle Hommage à Gauguin, est un personnage qui a vécu une existence extrêmement brève, 41 ans, et c'est un personnage qui, dans toute sa vie, a pu être médecin colonial, marin sur toutes les mers, fumeur d'opium, penseur des synesthésies. Les synesthésies, ce sont des techniques que les symbolistes utilisent et qui supposent que vous puissiez voir un parfum ou sentir une couleur, par exemple, c'est-à-dire mélanger les sens et penser qu'avec l'oreille, vous pouvez percevoir des couleurs, ou avec les yeux, vous pouvez percevoir des sons. Et donc cette synesthésie est une technique symboliste, de la peinture symboliste. Il écrit d'ailleurs sur Gustave Moreau, sur la peinture de Gustave Moreau. Mais c'est aussi une façon de dérégler tous les sens, pour le dire dans le vocabulaire de Rimbaud. C'est aussi une invitation à faire fonctionner pleinement vos sens et vos sensualités. C'est quelqu'un qui s'en va à Tahiti sur les traces de Gauguin, qui écrit un très beau livre qui s'appelle Les Immémoriaux, une espèce de roman ethnologique et poétique sur la pensée des peuples polynésiens, sur cette pensée primitive, tribale. Il a souhaité à l'époque avoir le prix Goncourt avec ce texte-là, et il l'a pas eu, mais enfin ça reste un très beau texte, et ça n'est pas étonnant que Jean Mallory ait publié ce texte-là dans sa collection Terre humaine. C'est un des premiers lecteurs de Nietzsche en France. C'est un fumeur d'opium, je le disais peut-être tout à l'heure, penseur de l'exotisme, qui est aussi une réflexion très intéressante sur ce qu'il appelait le divers. Et il voulait le divers en nous disant que le divers disparaissait, déjà, à cette époque-là. C'est-à-dire que aller sur les traces de Gauguin, c'est découvrir pour lui que, quelques années seulement après la mort de Gauguin, que cette civilisation maori, elle est en train de disparaître sous les coups de boutoir du christianisme, du capitalisme, etc. Et cette civilisation était en train de disparaître. Noah, c'est un petit texte écrit par Gauguin, La Maison du Jouir, un autre texte écrit par Gauguin qui montre que nous pouvons créer des contretemps alternatifs au temps chronométré, au temps chronophage, au temps du capital et du capitalisme. Il est allé à Ceylan, il est allé en Chine, il est allé un peu partout sur toutes les mers du monde, il a travaillé avec Debussy, il était musicien et mélomane, il a voulu faire un livret d'opéra, il a rédigé d'ailleurs un livret d'opéra qui s'appelle Siddhartha, qu'il a proposé à Debussy. Debussy a refusé ce livret-là, mais lui avait demandé de travailler plutôt sur Orphée. Il a donc fait un autre livret pour Debussy. Il aimait la musique maori sur laquelle il a écrit. Il a appris le chinois, il a vécu en Chine, il a été interprète. Accessoirement, il s'est marié 3 fois, il était père de famille. Il a fait de l'archéologie, il a découvert des statues chinoises, il a été poète, très grande poésie, Stèle ou Tibet par exemple. Il a été initié à la vie secrète de l'empereur de Chine. Il a écrit d'ailleurs un drôle de roman qui s'appelle René Leys, un roman poétique. Et René Leys est le titre d'un roman, et Simon Leys est un personnage, Rick Mans, qui est mort il y a peu, et qui est un personnage extrêmement important, qui avait écrit sur le maoïsme au temps où tout le monde était maoïste, et il avait donc pris son pseudonyme à partir du roman de Victor Ségalen. Il était professeur de médecine en anglais en Chine, il a été médecin personnel du fils du président de la République chinoise, il a eu une abondante correspondance avec pas mal de gens, dont Claudel, fondateur d'un institut de sinologie, archéologue aux frontières du Tibet, directeur de collection chez un éditeur bibliophile, etc., etc., etc. Et ce personnage s'est trouvé malade en 1919. Il est entré au Val-de-Grâce. Il n'a vécu 2 mois de convalescence en Algérie, et il écrit, épuisé, « Je constate simplement que la vie s'éloigne de moi ». Claudel, évidemment, veut en profiter pour le convertir, et c'est pas le genre du personnage. Il meurt le 11 mai 1919. Il avait emmené un petit repas froid dans une forêt bretonne, à Huelgoat, et on l'a retrouvé mort au pied d'un arbre avec un exemplaire d'Hamlet à ses côtés. Il avait été blessé à la jambe par une racine qui dépassait. Il s'était fait un garrot, mais ça n'a pas suffi. Il est probablement mort d'une syncope, et il avait 41 ans. Je voudrais vous lire un texte écrit dans son style qui est tout à fait particulier aussi, un texte qui est extrait de Hommage à Gauguin.
C'est en janvier 1883, à l'âge de l'homme fait, milieu juste d'une vie humaine bien rythmée, à 35 ans, que M. Gauguin, agent de change, obsédé d'un travail lucratif qui dérobe ses heures, met en balance sa vie d'employé et l'autre, celle qu'il tient et celle qu'il veut vivre, se décide pour celle-ci et, forçat de la petite semaine, prononce enfin le mot le plus fier de son œuvre. Désormais, aurait-il dit, et je ne l'ai pas entendu, désormais, je peins tous les jours. Aussitôt, changement magique. Gauguin venait de jouer toute sa carrière sur ces mots et, en apparence, de tout y perdre. L'employé connu se défait de son emploi. Le collectionneur de ses toiles, il en possédait de fort belles, de Manet, Renoir, Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley. Enfin, le père de famille de sa femme et de ses enfants. On voit bien qu'avec cette phrase-là, finalement, Gauguin, se crée un contre-temps pour éviter le temps de l'assureur. Et combien, finalement, mène une vie d'assureur et voudrait mener une vie... alors, je dis rien contre les assureurs, mais m'envoyez pas de courrier en me disant que je suis bien content de les trouver quand j'ai un dégât des eaux. Mais pour dire une vie de notaire, une vie d'avocat, une vie de je sais pas quoi, une vie de ce que vous voudrez, mais une vie que vous vivez sans avoir envie de la vivre, parce que vous aspirez à une autre existence. Ce que je propose dans cette séance, c'est effectivement que vous puissiez personnellement voir ce qu'il en est de ce temps mort dans lequel on vous demande de vivre, et ce que vous pouvez faire dans ce temps mort pour que votre temps devienne vivant, que vous puissiez vous-même, à votre mesure, créer un contretemps, pas besoin de plaquer sa femme et son cabinet d'assurance, de laisser ses enfants et puis de partir aux marquises, mais regardez comment des existences comme celle-ci, je vous ai dit tout à l'heure qu'on aurait pu prendre celle de Rimbaud, sont des archétypes. Donc c'est à vous d'inventer votre propre existence, et pour le coup, le temps n'a de sens que dans la mesure où vous déciderez vous-même d'en faire quelque chose. C'est la seule chose dont vous disposiez, c'est le seul trésor dont vous soyez propriétaire. Je vous remercie. Deux études de Lothar Bayer pour la première, Pas le temps, traité sur l'accélération aux éditions Actes Sud, pour aller dans le sens de la première partie de cette séance sur la fabrication du temps contemporain, de l'accélération du temps qui nous empêche d'être serein et calme, et puis de Christophe Studeny chez Gallimard, L'invention de la vitesse. Et c'est sous-titré France 18e, 20e siècle. Très, très historique, il y a beaucoup de renvois ou de références justement sur la naissance du chemin de fer, les diligences, les calèches, le moteur, la modification de la campagne, des paysages. C'est un travail extrêmement intéressant. Sur Victor Ségalen, un beau livre de Kenneth White. Alors j'aurais pu ramener l'œuvre complète, hein, c'est abondant. Ceci dit, vous avez 2 livres aux éditions Robert Laffont qui sont une œuvre complète. Ce sont des éditions pas forcément faciles à lire, mais enfin vous avez tout. Et pendant très longtemps, c'était les Happy Few qui pouvaient lire Ségalen parce qu'il fallait chercher les éditions originales. Et là, Kenneth White a fait un très beau livre, Ségalen, sous-titré Théorie et pratique du voyage, chez Alfred Hebel. 2 biographies, une qui va vite et une qui va lentement. Celle qui va vite, c'est Gilles Manceron, Ségalen, Jean-Claude Lattès. Je dis qu'elle va vite parce qu'elle est écrite pour aller vite. C'est une biographie un peu journalistique, donc elle est très agréable à lire, très documentée. Et puis une autre qui est plus fouillée, qui est plus dans le détail. Mais là, pour le coup, on peut aussi tout savoir de Ségalen. C'est le titre Henri Bouillet aux éditions du Mercure de France. Sur Ségalen, je n'ai choisi que 2 livres, parce que on aurait pu prendre plein d'autres choses, mais Les Immémoriaux, parce que ça, je pense que c'est le grand livre de Victor Ségalen, et Victor Ségalen, Essai sur l'exotisme, livre très intéressant, pas fini, mais ce sont des ouvrages dans lesquels les notes sont géniales. Et puis notre ami Gauguin, Paul Gauguin, Écrit d'un sauvage, c'est le sous-titre du titre qui s'appelle Oviri, chez Folio, et de Bengt Danielsson, Gauguin à Tahiti et aux îles Marquises, Presse Pocket. Et puis ce petit livre dont je vous parlais, Noah Noah, rien à voir avec le tennisman, aux éditions Abbeville Presse. Il y a chez Gauguin toute une réflexion sur l'art maori, sur la civilisation, la culture, la musique, sur ce qu'il appelle la maison du jouir, qui est une maison qu'il avait fabriquée avec des
avec des bois magnifiques, et toute cette réflexion sur la possibilité de sortir de la civilisation pour retrouver, ou trouver du moins, des endroits dans lesquels la vie est plus douce à vivre. Mais Gauguin et Ségalen avaient déjà constaté combien cette civilisation était en train de s'effondrer, et je pense que quand on y va aujourd'hui, c'est le constat qu'on peut faire. Il faut qu'on vous donne un micro, madame. Voilà. D'abord, si c'est vrai que tu en as marre de travailler sans être payé. Moi, j'en ai marre de donner des cours particuliers rétribués au tarif femme de ménage, c'est-à-dire 12 € pour une heure. Mon auxiliaire de vie médicalisé est payé 16 € pour une heure. À part ça, moi non plus, je n'ai pas d'enfants, mais si j'avais su, j'aurais eu des enfants de toutes les couleurs pour aller vivre à l'étranger avec les pensions alimentaires. Ensuite, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est exactement Daesh et le djihadisme. Bon ben voilà, c'est tout. Là comme ça, d'un seul coup. Hein. Vous vouliez des enfants de toutes les couleurs parce que vous vouliez des maris de toutes les couleurs. Alors je ne sais pas trop quoi répondre à toutes vos questions. J'entends vos désirs d'avoir une autre vie que celle que vous avez vécue, alors ça j'y peux rien. En revanche, sur Daesh, enfin je pense que tout le monde a bien compris que quand George Bush, l'Occident et quelques autres, dont la France, ont décidé d'en finir avec un certain nombre de pays, il y avait chez les Américains le désir de fabriquer un Moyen-Orient à leurs mains, et ils ont cru qu'en supprimant Saddam Hussein, ils pourraient s'installer facilement, fabriquer des nouveaux pays, avoir des relations avec ces nouveaux pays qui leur permettraient de disposer du pétrole, d'avoir des relations géostratégiques, etc., etc., enfin ce que font toujours les gens quand ils font des guerres. Et puis on a vu que ça ne s'est pas exactement passé comme ça, et que quand on en finit avec un dictateur laïque, on n'obtient pas illico la démocratie, parce que ça c'est pas comme ça que ça se passe, et qu'on obtient l'anarchie au sens d'Aristote, c'est-à-dire un profond désordre. Et donc dans ces logiques désordonnées du Proche et du Moyen-Orient, quand les dictateurs laïques ont disparu, on s'est retrouvé avec le retour du refoulé. Il y avait un refoulement de l'islam qui supposait pour pas mal de gens les prisons, les enfermements, les persécutions, etc. Et d'un seul coup, ce qui avait été persécuté est revenu au devant de la scène et fait désormais la loi. Donc il y a eu un moment donné où... alors après, il faudrait rentrer dans les détails parce que Al-Qaïda n'est pas Daesh, il s'oppose même très précisément sur des questions de territoire et d'idéologie, mais... il y a, du côté de l'État islamique, la volonté d'instaurer un califat, c'est-à-dire de décider de ce que peut être un islam politique sur la totalité de la planète. Et comme depuis 1991, nous avons pris des positions qui étaient guerrières à l'endroit de ces pays, de ces peuples et de ces gens, eh bien, leur réponse aujourd'hui consiste, c'est la réponse du faible au fort, consiste à lancer le terrorisme sur le territoire européen. Regardez dans tous les pays où on n'a pas suivi cette logique-là, tous les pays d'Amérique du Sud, tous les pays d'Amérique centrale, il n'y a aucun problème, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Équateur, etc. Il n'y en a pas au Guatemala, au Nicaragua, il n'y en a pas au Japon, dans les pays qui ne se sont pas comportés comme nous, comme le Portugal, comme l'Islande ou comme la Suisse. Il n'y a pas non plus ce genre de problème. C'est-à-dire il faut inscrire dans une logique internationale l'apparition de ce nouvel État, qui est un État islamique. Je trouve assez sidérant qu'on nous dise faut pas dire État islamique, faut dire Daesh, comme dit l'autre, au risque de confondre avec une lessive, alors que Daesh, c'est l'acronyme de l'État islamique, donc ça veut dire exactement la même chose, mais ça participe de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si on efface l'État islamique, il n'y a plus d'État, il n'est pas islamique. Et voilà, l'affaire est réglée, abracadabra. Sauf que il y a un État et il est islamique. Il bat sa monnaie, il a ses finances, il a ses ministres des Finances, il a aussi des diplomates, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, avec lesquels nous pourrions être en relation, comme on est en relation avec des gens pas très sympathiques qui sont en Arabie Saoudite, qui sont au Qatar, qui sont en Turquie et qui soutiennent l'État islamique. Donc c'est une réponse à la question posée, ou à l'attaque du moins lancée par George Bush, qui en son temps, 1991, a lancé ce qu'il appelait une guerre de civilisation, a lancé une croisade, le mot a été utilisé. Et à l'époque, la France aurait pu choisir une politique qui n'aurait pas été de s'inscrire dans les pas de George Bush, ce que Jacques Chirac a fait à l'époque de Villepin, ce qui était une belle façon d'être français.
Le président Mitterrand, lui, a choisi autre chose et a choisi en 1991. Comme en 83, il a refusé, il en avait fini avec le socialisme pour le libéralisme et l'Europe. En 91, il en a fini avec la tradition pacifiste de Jaurès et il a opté pour une tradition belliciste qui lui permettait d'avoir les Américains avec lui. Donc il y a eu tout ça, je vous dis, depuis 91, 4 millions de morts. Et on s'étonne aujourd'hui effectivement qu'il y ait une réponse de l'État islamique à partir du califat avec ses bases avancées qui sont partout dans les provinces françaises. On en a qui proviennent d'Hérouville. On a effectivement cette guerre que nous avons nourrie. On n'a rien fait pour qu'elle n'ait pas lieu. Et on s'étonne aujourd'hui en faisant des gorges chaudes, en se disant mais regardez ce qu'ils nous font. Mais personne ne dit regardez ce que nous avons fait. Alors ça encore, c'est une explication. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'ils ont raison, je dis pas bien fait pour notre gueule, je dis pas tout ce qu'on m'a fait dire. Je dis juste aujourd'hui que si on prend une chose, le terrorisme, si on prend une chose, Marine Le Pen à 30%, et qu'on veut savoir d'où ça vient, eh bien on réfléchit. Et on se dit, 1983, renoncement de la gauche à être de gauche et ouverture des portes tout grands au libéralisme, des années plus tard, Marine Le Pen à 30%. 91, décision d'en finir avec la tradition de la gauche pacifiste au profit d'un libéralisme belliciste derrière les Américains. Aujourd'hui, on a du terrorisme à la maison. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'est Daesh, c'est effectivement la constitution d'un État qui aujourd'hui fonctionne comme fonctionnent les États, avec des services secrets, avec des ambassadeurs d'une certaine manière, avec des gens qui n'hésitent pas à tuer, qui s'en réclament, etc., etc. Bon, avec une espèce de base un peu brutale, de gens qui sont capables de régler des problèmes à la Kalachnikov, et puis des gens haut de gamme, des hackers, et qui assez probablement un jour entreront dans les systèmes de sécurité des centrales nucléaires, des tours de contrôle, et permettront de faire de telle sorte que les écrans deviennent tout noirs dans les centrales nucléaires, dans les tours de contrôle, et quand on aura 700 ou 800 avions autour de Paris, à Roissy, qu'il faudra les faire atterrir et qu'on n'aura plus aucun moyen de communiquer, ou quand les réacteurs cesseront d'être réchauffés et qu'ils chaufferont plein pot et qu'ils exploseront, eh bien on verra effectivement que le terrorisme de demain qui se prépare, qui s'annonce, ce sera autre chose que la réponse du faible au fort. Mais ça, d'une certaine manière, il y a des causes, il y a des effets, on a fait des choses, ça produit des effets, on n'en fait pas, ça en produit aussi d'autres effets. Mais dans un temps où le Premier ministre lui-même nous dit qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas chercher à comprendre, qu'il ne faut pas interroger les choses pour savoir d'où elles viennent, il est peu probable qu'on puisse, ne réfléchissant pas sur les causes, agir sur les effets ou faire de telle sorte qu'on puisse prévenir les causes, pour que ça n'ait pas lieu, que ça n'ait plus lieu, ou que les choses se passent autrement. Demandons-nous pourquoi il y a des lieux sur la planète qui sont en danger et des lieux sur la planète qui ne sont pas en danger. Demandons-nous ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait faire, ce qui serait susceptible d'être fait encore. Demandons-nous si bombarder ce qui faisait partie jadis de l'Irak et de la Syrie, puisque ce sont les territoires contrôlés par l'État islamique, avec d'autres endroits qui ne sont pas dans ces zones-là, mais demandons-nous ce qu'on a fait là. Et si bombarder ces endroits-là, ça va calmer des gens qui sont susceptibles de prendre les armes ici, en banlieue de Caen, ou dans toutes les banlieues françaises, où plein de gens sont prêts à partir. Il y a une relation de cause à effet. Est-ce que bombarder sur un front, ça va calmer l'autre front? Il y a un front là-bas, il y a un front ici, qui est un front éparpillé, déterritorialisé, pour le dire comme Deleuze et Guattari. Que fait-on en cas de front déterritorialisé, quand on dit qu'il nous faut aller bombarder sur un territoire, alors que c'est déterritorialisé ici? Donc voilà, c'est l'émergence de l'histoire qui n'est pas morte, contrairement à ce qu'on a dit. Daesh, c'est l'émergence de l'histoire dans les formes que nous savons aujourd'hui. Le mur de Berlin est tombé, l'Union soviétique qui faisait contrepoids au capitalisme planétaire n'est plus là pour mener le jeu. On avait affaire avec l'Union soviétique et avec les États-Unis à des gens qui, d'une certaine manière, étaient capables d'éviter le pire. Si vous envoyez des bombes atomiques, vous savez très bien que vous détruisez tout. Et c'est pas forcément extraordinaire de vivre dans une planète totalement ravagée. Mais si en revanche vous pensez qu'en envoyant des bombes atomiques, vous ne détruisez pas tout parce que vous obtenez le paradis pour l'éternité, alors effectivement c'est difficile de lutter contre des gens qui pensent que la mort, c'est la certitude de la vie éternelle. La mort infligée à un occidental, c'est la certitude de la vie éternelle. Donc voilà pourquoi quand on fait de la politique, il faudrait s'intéresser aux civilisations, s'intéresser aux cultures, s'intéresser aux religions, s'intéresser à la géostratégie, s'intéresser à la géologie des pays, enfin toutes choses qui permettraient de prendre de saines décisions. L'encyclopédie du monde de Michel Onfray.